patronat. Mais il y a la dette fiscale de 1700 milliards qui n'est pas encore, qui doit être payée, mais on ne va pas vous les demander tout de suite. Je ne veux pas vous apeurer, mais c'est une marge également. Il y a eu des mesures de suspension durant la Covid, mais il y a d'autres types de dettes qui sont là. Mais pour accompagner justement le patronat auquel nous devons également de l'argent, on peut faire une convention de dette croisée. Vous nous devrez encore beaucoup. Mais nous sommes là aussi pour vous. Et tout ça, c'est des marges, effectivement. La répartition de la charge, impôt direct, impôt indirect, ça, toutes les économies sous-développées, malheureusement, ont cette inversion. Dans les économies développées, c'est le contraire. Évidemment, nous allons travailler à remonter cette pente-là et revenir à des équilibres plus acceptables. Les questions de transfert du recoupement et autres, je laisserai au ministère des Finances le soin de voir les meilleurs schémas. Douane ou trésor ou impôts, ils verront. La réforme de la fiscalité locale, c'est un chantier avec le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Finances. Dans le cadre de l'acte 4 de la décentralisation corrélée au pôle de développement, nous sommes en train d'y travailler. Mais si vous repartez dans nos écrits également, j'avais coproduit un ouvrage avec l'actuel ministre de l'Urbanisme sur notre vision relativement à la décentralisation, c'est de régler définitivement la viabilité financière des collectivités territoriales. Nous sommes l'un des pays qui a le taux de transfert le plus faible. Comparé même au Mali qui a 12%, au Maroc qui a 20%, nous on est encore à moins de 5%. Il faut relever substantiellement ce taux à travers les transferts, mais à travers également l'accroissement de la fiscalité locale. Et ça, c'est doctrinaire chez nous. Nous allons continuer à y travailler. La stratégie nationale de la bonne gouvernance, elle va accompagner certainement tous ces textes qui sont faits actuellement et qui concourent tous à cette préoccupation de bonne gouvernance. Mais c'est un chantier auquel peut-être vous serez conviés, qu'on finalisera pour compléter le package dont a parlé le président tout à l'heure. Oui, moi je pense que quand on a géré un pays, quelle que soit votre fonction, président, premier ministre, ministre, directeur général, vous ne devez pas pouvoir, au lendemain de la fin de vos responsabilités, prendre la clé des champs. Il faut rester un peu pour qu'on voie si il n'y a pas des choses à vous imputer d'abord. Beaucoup de gens sont sortis du pays, des dossiers les concernant sont ouverts et ça crée une sorte d'impasse juridique où ça rend les procédures beaucoup plus difficiles. Je pense qu'à un moment donné, peut-être c'est ce qui avait motivé la prise de certaines décisions interdisant certains de sortir du territoire. Beaucoup ont dit que c'était illégal. Et il faudrait peut-être légiférer pour donner une base légale à tout ça et renforcer un peu la reddition des comptes. Madame Mamdiara Ndiaye de la société civile, nous sommes tout à fait ouverts pour impliquer, associer la société civile à ce que nous faisons. Toutes les bonnes volontés, toutes les compétences sont les bienvenues aujourd'hui. Parce que le pays n'appartient pas aux politiques, il n'appartient pas seulement aux tenants du pouvoir, il nous appartient à tous. Il faut juste qu'on s'entende sur les règles de collaboration et de travail et que les rôles soient bien compris de part et d'autre. Comme je dis souvent, il ne s'agit pas de co-gouverner. Dans une démocratie, ceux qui sont allés à la rencontre du suffrage, qui ont la confiance du peuple, avec un programme, au moins durant leur mandat, doivent gouverner. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on a besoin d'écouter, de nous enrichir des expériences des uns et des autres. Et sous ce chapitre, nous sommes tout à fait ouverts. Nous prenons au vol votre main tendue et nous sommes tout à fait ouverts à travailler avec toute la société civile. Sauvegarder l'espace de la société civile, nous n'avons aucun problème, nous ne sommes pas là pour grignoter sur l'espace de la société civile. C'est le contraire qu'il faut
interroger. Est-ce que la société civile n'envisage pas de grignoter sur le nôtre? Vu les interpellations quelquefois et la teneur, c'est comme si certains de la société civile étaient élus à notre place pour décider à notre place. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour interférer sur la société civile. Et enfin, le rôle des femmes. Je crois que dans toutes les politiques publiques que nous développons, nous parlons de plus en plus même de discrimination positive. Les femmes sont les premiers acteurs du développement de ce pays. Je le sais, et c'est pourquoi, partout où j'ai été, à titre personnel, les maigres revenus que j'avais, je les ai alloués à des associations féminines pour les aider à se renforcer. Et c'est ce que l'État va continuer à faire. Et hier, j'étais particulièrement content, lors de la remise des lauréats, de voir qu'il y a quasiment autant de femmes, ou peut-être autant de plus de femmes que d'hommes. Et ça va dans le bon sens. Rassurez-vous, c'est une préoccupation. Et nous allons mettre des mécanismes dans l'accès au financement, dans l'accès au foncier, des mécanismes discriminants pour permettre à ces femmes-là de s'autonomiser et de continuer à jouer le rôle qu'elles jouent dans la stabilité sociale, parce qu'elles, au moins, remettent l'argent dans la maison. Monsieur Cissé du SYNPICS a parlé de la fragilité du secteur de la presse, la fragilité économique, précarité éditoriale. Quelle réforme du modèle? Convention État-Presse, FADP. Ce que je retiens dans tout ça, d'abord je renvoie au ministre de la Communication qui, je crois, travaille à des assises, si ce n'est déjà tenu, avec la presse. Mais ce que je retiens, c'est que vous nous dites que le SYNPICS a des propositions. Nous attendons ces propositions avec impatience, nous les examinerons et nous considérons que la presse est un acteur comme beaucoup d'autres acteurs, ni plus ni moins. La presse peut avoir une tribune que d'autres n'ont pas, que les agriculteurs n'ont pas, que les éleveurs n'ont pas, que les pêcheurs n'ont pas. Ça n'en fait pas un acteur plus important que ces autres acteurs. Et elle peut avoir un traitement privilégié parce qu'elle peut bénéficier de subventions que d'autres secteurs n'ont pas. Il n'y a pas de subventions sur le transport, il n'y a pas de subventions sur beaucoup d'autres secteurs. Il nous faut aujourd'hui travailler à un modèle qui permette à tous les acteurs de faire leur travail dans la sérénité, dans le respect des cahiers de charges, dans le respect de la déontologie et jouer le rôle que chacun doit jouer. L'État jouera son rôle, la presse jouera son rôle. Sous ce chapitre, nous sommes tout à fait ouverts et c'est les instructions que j'ai données au gouvernement et particulièrement au ministre et c'est les instructions que le président de la République a données. Maintenant, le modèle ne peut pas être uniquement adossé sur les relations avec l'État ou le financement public. Il faut beaucoup d'autres choses, à mon avis, pour la viabilité de la presse. Je rends hommage à tous ces journalistes qui font correctement leur travail, qui sont professionnels, qui respectent la